Bonsoir à tous et bienvenue sur ce direct de l'AFA où vous êtes très très nombreux d'abord à vous être inscrits et là je vois qu'il y a déjà 124 participants. Donc bonsoir à vous tous. On est ravis de vous accueillir sur ce direct de l'AFA qui prolonge un petit peu la journée mondiale des Mickey sur l'environnement et notamment ce titre de la journée mondiale des Mickey, environnement déréglé, intestin en danger. Et ce soir, comment choisir une alimentation bénéfique pour notre santé et celle de la planète? Et vraiment, un très, très grand merci à nos intervenants d'être ici ce soir parmi nous. Alors, nous avons avec nous Margot de Frouville, qui est journaliste et chef de service de santé BFM TV, et le professeur Laurent Baugerie, qui est chef de service de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, en gastroentérologie. Et tous deux, vous êtes les auteurs de l'ouvrage « Manger sans s'empoisonner », qui est paru aux éditions Flammarion. Et puis, nous avons aussi effectivement le docteur Jean-David Zetoun, qui, lui, fait paraître un livre, Le suicide de l'espèce, aux éditions de Noël. Vous êtes gastro-entérologue aussi à l'hôpital Saint-Antoine. Et merci énormément d'être ici parmi nous. Alors, évidemment, cette soirée, c'est d'abord effectivement parler de vos bouquins, puisque vos bouquins viennent de sortir, mais c'est aussi animer une soirée autour finalement de l'environnement et des Mickey. Et pour animer cette soirée, il y aura évidemment Corinne Devos, qui est la présidente de l'AFA et qui est aussi patiente experte. Merci donc à tous d'être là pour cette soirée. Avant de commencer cette soirée, comme d'habitude, je crois que vous avez maintenant l'habitude avec nos directs de l'AFA, d'avoir quelques petites règles, on va dire, des petites règles de bienséance. En fait, vous avez sur votre droite, et j'espère que tout le monde le voit, un onglet chat et un onglet questions. Alors, ce soir, on ne fera pas de sondage exceptionnellement, mais vous pouvez toujours chatter pendant la table ronde. Vous pourrez toujours chatter entre vous. Mais si vous avez des questions à poser, il faut le faire dans l'onglet questions, qui est tous ces onglets sont sur votre droite. Mais je crois que maintenant, en fait, vous avez vraiment l'habitude de participer dans ce live, et donc je pense qu'il n'y aura aucun problème. On a à peu près, on va dire, une trentaine de minutes, entre 30 et 40 minutes ensemble pour parler de vos bouquins et puis des Mickey comme des maladies environnementales. Et par la suite, on prendra toutes vos questions. Donc, je laisse la parole en fait à Corinne Devos qui va animer cette. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à nos invités d'être avec nous pour débattre de ces Mickey, dont on dit qu'elles sont aujourd'hui des maladies environnementales. Je crois que ça fait consensus dans la communauté scientifique. Donc on parle environnement, on parle climat, pollution, métaux lourds, on parle aussi des pesticides, on parle bien sûr de l'alimentation ultra transformée. En fait, autant de facteurs qui impactent l'apparition ou l'aggravation des Mickey. Et ce soir, on va tout particulièrement s'intéresser au choix d'une alimentation bénéfique pour sa santé et celle de la planète. Bien sûr, ça fait l'objet des préoccupations de tout un chacun, malade ou pas, et tout particulièrement des malades atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et j'aimerais poser ma première question à Margot de Frouville et au professeur Baugerie. Qu'est-ce qui vous a inspiré l'écriture de votre livre et quels sont les messages clés que vous avez voulu transmettre? Le livre est parti d'un reportage qu'on a fait avant la pandémie Covid où j'ai interrogé Laurent, donc c'était en décembre 2019, sur le parasite du poisson cru. À l'époque, ça m'avait marqué aussi la rédaction. J'avais eu pas mal de réactions aussi extérieures disant on ne connaissait pas ça. Voilà, c'est un parasite dont on peut se prémunir très facilement avec la congélation avant des poissons sauvages, puisque l'écrasante majorité contiennent ce petit parasite. Il faut juste le savoir et c'est l'objectif de ce livre. On s'est recontacté en fait avec Laurent il y a 1 an, ça va faire même quasiment jour pour jour. On s'est vu il y a 1 an en se disant il n'y a pas grand-chose qui s'est passé depuis notre reportage. Et puis moi, je venais de travailler aussi sur les scandales Kinder et Buitoni dans le cadre de mon boulot, donc ça m'avait aussi marqué et c'est ce qui a conduit à notre passage à la plume. Le fil directeur de nos bouquins, c'est prendre autant de plaisir à manger, parce que c'est un plaisir, mais avec moins de risques.
Et ça fait 40 ans que je m'intéresse au Mickey, ça fait 40 ans que je m'intéresse aux infections intestinales. Et quand on regarde, j'ai vu une statistique de l'OMS de 2015, combien de décès à déplorer dans le monde entier par des infections intestinales d'origine alimentaire, c'est 230 000. En France, on est malheureusement encore à 250 décès. La population française par rapport à la population mondiale, c'est 1%. Et les décès d'origine alimentaire, c'est 1 pour 1000. Ça veut dire que dans les pays occidentaux, on a de la chance, on a des réfrigérateurs, on a de quoi bien cuire les aliments, on a de l'eau potable qui nous permet de boire sainement et de faire la cuisine avec de l'eau saine. Mais pour autant, on a encore 1 500 000 gastroentérites d'origine alimentaire en France. On a 250 décès. Et puis, il faut savoir que les Mickey, elles sont déclenchées 1 fois sur 10 par une infection intestinale d'origine alimentaire, et puis qu'une gastro, ça peut réveiller une Mickey qui dort. Donc, pour toutes ces raisons, l'objectif de notre bouquin, c'est de donner des petites clés dans les gestes quotidiens pour diminuer terriblement ces chiffres qui sont bons, mais qui pourraient être bien meilleurs. Par exemple, j'en donne un seul exemple, Campylobacter, la bactérie du poulet, qui est l'agent numéro 1 dans les pays développés, c'est 500 000 cas par an, c'est 7 000 hospitalisations et une soixantaine de décès. Or, l'immense majorité de ces cas sont véhiculés par le poulet à travers la découpe du poulet cru qui va contaminer d'autres instruments de cuisine ou le fait de le cuire insuffisamment. Donc, avec des toutes petites choses, on pourrait presque passer de 500 000 à 0 cas. Merci à vous. Docteur Zeytoun, je vais vous poser exactement la même question. En fait, qu'est-ce qui est à l'origine de votre livre et pourquoi ce titre si évocateur, Le suicide de l'espèce? Alors, bonjour tout le monde, merci encore pour l'invitation. Ce qui est à l'origine de ce deuxième livre, c'est le premier livre. Et le premier livre, c'était un livre sur l'histoire de l'amélioration de la santé, qui est une histoire récente à l'échelle de l'ensemble de l'histoire de l'humanité, puisque ça fait 270 ans que l'humanité occidentale améliore vraiment sa santé. Et donc ça, j'avais fait paraître ça en 2021. Et le livre se terminait forcément à la période actuelle. Mais il se terminait sur une observation qui était contrastée, puisque le XXIe siècle montre un paysage épidémiologique qui est très contrasté, avec des progrès très importants dans certaines disciplines ou dans certaines maladies, et qui sont d'ailleurs des progrès liés à la médecine, mais avec des régressions claires aussi que je commençais un petit peu à raconter. Donc, quand j'ai voulu commencer un deuxième livre, c'était intuitivement logique de faire un livre sur l'état de la santé mondiale au XXIe siècle, sur le présent, après avoir fait un livre d'histoire. Et plutôt que de faire quelque chose de purement descriptif qui aurait été ennuyeux parce que pas narratif, j'ai essayé de trouver un angle. Et l'angle qui m'a paru rapidement évident, c'est le fait que quand on regarde le paysage de la santé mondiale au XXIe siècle, ce qui frappe, c'est qu'une quantité considérable de handicaps, de maladies et de mortalité est causée par les activités industrielles ou humaines, ce qui revient à peu près au même. Et donc, de fait, c'est un suicide d'espèce, puisque l'espèce humaine produit une grande partie des risques qui eux-mêmes causent les maladies, qui eux-mêmes causent la maladie et la mortalité. Donc, voilà pourquoi j'ai travaillé comme ça et qu'on a intitulé le livre comme ça. Et d'ailleurs, personne ne m'a dit que le titre du livre était exagéré, puisque quand les gens ont lu le livre, ils me disent « oui, effectivement, ça ressemble à ça ». Donc, vous considérez que les activités humaines produisent de plus en plus de maladies. Quel lien vous faites entre l'environnement et les maladies? Et par exemple, vous avez beaucoup évoqué le changement climatique. Donc là aussi, quel lien vous faites entre changement climatique et santé humaine? Et ma dernière question portera sur l'alimentation pour recentrer sur notre sujet. Oui, je vais répondre d'emblée à la question 1, à la question 3, et puis ensuite j'aborderai la question 2. Les deux pires risques aujourd'hui, c'est le risque alimentaire et le risque environnemental au sens large, qui est surtout incarné par la pollution. Ces deux risques sont les pires parce que d'abord, ils ont une taille d'impact qui est monumentale. 9 millions de morts pour la pollution, dont 55 000 en France, et 5 millions de morts pour l'obésité seulement, qui est une partie seulement du risque alimentaire, donc ça ne comprend pas le diabète ou d'autres risques causés par l'alimentation. Donc ces deux risques qui sont les pires à mon avis, d'une part parce que la taille d'impact est très importante, et d'autre part parce que ce sont des risques qui sont en croissance. Si vous prenez un autre risque qui est totalement connu, qui est le tabac, c'est entre 7 et 8 millions de morts par an selon que vous incluez le tabagisme passif, donc c'est un peu plus que l'obésité. Mais le tabagisme est en décroissance dans le monde et on sait faire baisser le tabac. On connaît quelles sont les politiques publiques qui peuvent faire décroître la consommation de tabac dans une société donnée. Pour les deux autres risques, qui sont la pollution et l'alimentation, on ne sait pas les faire baisser.
l'obésité est en croissance dans pratiquement 100% des pays du monde, et quand elle n'est pas en croissance, elle est en stagnation, donc elle régresse dans 0 pays, et on n'a pas de politique publique qui fait baisser l'obésité dans le monde. L'obésité n'étant qu'un aspect, même si c'est un aspect très problématique, du risque alimentaire. Le risque climatique n'est pas un risque épidémiologique important aujourd'hui en termes de taille d'impact, mais les épidémiologistes s'attendent à ce qu'à la moitié du siècle, ça devienne quelque chose qui soit responsable d'une part significative de handicap et de la mortalité. Donc aujourd'hui, on commence seulement à en voir les effets et on pense que ça va monter en puissance tout simplement parce que le monde va continuer à se réchauffer et que les désordres vont s'amplifier. Merci. Margot de Frouville et professeur Baugerie, vous dites que ce livre a été aussi inspiré par les récents scandales, alors les œufs chocolatés et les pizzas, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier de tout ce qui est industriel et de tout ce qu'on achète? Non, pas forcément. Il faut se méfier de ce qu'on en fait, parce que parfois, c'est nous, avec nos mains sales ou des mauvaises manipulations, un non-respect des consignes de cuisson en ce qui concerne les pizzas, où on peut nuire aux produits transformés. Mais ça a mis en exergue le fait que les systèmes de contrôle actuels sont défaillants. On est sur un système d'autocontrôle des industriels qui doivent contrôler leur outil de production et alerter si l'un des produits finis est contaminé. Et l'exception, ça reste les contrôles inopinés par notamment la DGCCRF avec des agents qui sont de moins en moins nombreux. Donc clairement, on voit dans ces deux scandales, Buitoni et Kinder, ce qui nous a marqué avec Laurent, c'est le fait que l'alerte, elle n'est pas venue des industriels eux-mêmes, elle est venue des autorités sanitaires. Et même si on regarde plus précisément dans le détail, pour les pizzas Buitoni, l'alerte, elle est venue des épidémiologistes de Santé publique France, alertés par des médecins hospitaliers qui ont constaté un nombre plus élevé de syndrome hémolytique et urémique, une complication rare mais grave qui peut arriver avec la bactérie E. coli, notamment chez les jeunes enfants. Et les épidémiologistes, ils ont fait le lien entre la consommation de pizza et les cas de SHU, non pas avec l'alerte des industriels, mais avec les cartes de fidélité des supermarchés, des familles, qui ont permis de faire le lien entre ces événements. Donc clairement, on ne va pas se méfier de tout ce qu'on achète, il faut faire attention. Il y a des précautions hyper simples à prendre. C'était le but de ce livre avec Laurent, c'est d'ajuster ces gestes au quotidien pour limiter les risques. Mais il y a quand même une veille, et heureusement, notamment avec les centres nationaux de référence, par exemple à l'Institut Pasteur, qui veillent sur l'apparition d'éventuels cas groupés d'infection. Et j'ai envie d'enchaîner sur le fait que, en fait, on a développé beaucoup les modalités de conservation, il y a le frigidaire, etc. Est-ce que finalement, on devrait penser qu'on craint moins par rapport aux microbes, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas amoindri notre résistance à force de développer toutes les méthodes de conservation? Alors, sûrement pas. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'on confond allègrement, c'est vivre dans un climat, un environnement aseptisé, loin des animaux domestiques, loin de la nature, dans un milieu urbain. Et puis, en fait, l'hygiène. Comme l'a précisé Jean-David, apprendre à se laver les mains, c'est un Hongrois qui a montré qu'en se lavant les mains, on diminuait la mortalité des femmes des accouchées, avec la disparition des septicémies. C'est en même temps que l'apparition de l'hygiène de Pasteur, la découverte des microbes, et qu'on tue les microbes en cuisant les aliments. Donc finalement, en 200 ans, on a réduit considérablement la mortalité alimentaire que malheureusement on continue à déplorer dans les pays à très bas niveau d'hygiène, et en particulier ceux qui payent le plus lourd tribut, ce sont les enfants. Donc on peut très bien être vétérinaire ou médecin hospitalier, être confronté à plein de microbes tout le temps, et avec l'hygiène, c'est comme ça qu'on se défend et qu'on évite de tomber malade. Pour autant, on n'est pas obligé de vivre dans une tour d'ivoire. Donc, c'est ces deux notions qui sont importantes. Alors, pour continuer, effectivement, quelqu'un qui est très urbain, qui se lave tout le temps les mains et qui n'achète que des produits bien enveloppés sous vide, qui va dans un pays à bas niveau d'hygiène, il fera plus d'infections que les autochtones. Pourquoi? Parce que ce qui est hyper important, c'est que les microbes sont partout. C'est la vie, hein, y compris dans les milliards et les milliards de microbes qu'on a dans notre tube digestif. L'objectif de l'hygiène, de la cuisson, de la réfrigération, c'est de faire descendre le nombre des microbes en dessous d'un seuil qui rend malade. Et ce seuil qui rend malade, chose extrêmement importante, il est très variable selon son degré de vulnérabilité, selon qu'on a un petit enfant, une femme enceinte, un vieillard avec plein de maladies à côté. Ça peut varier de 1 pour 1000. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est en dessous de ce seuil, et encore une fois, c'est la vie de tous les jours,
on va s'immuniser. Et l'immunisation, c'est le principe des vaccins. Avec le vaccin, on va s'immuniser contre des protéines des intrus, mais sans administrer l'agent entier. Donc là, dans la vie de tous les jours, alimentaire, quand on fait de la randonnée, etc., à condition de suivre les règles qu'on essaie de développer dans ce livre, on ne va pas tomber malade, mais en multipliant les interactions avec l'environnement microbien, on va quand même acquérir une immunité relative, ce qui fait que quand on s'est confronté à la même dose plus tard, si on a déjà été un petit peu une fois confronté à ce microbe sans être malade, on se défendra mieux. C'est ce qu'on appelle la mithridatisation. C'était un roi dans l'Antiquité qui pensait qu'il prenait des petites doses de poison pour éviter d'être empoisonné lui-même par ses rivaux. Alors, pour ce qui est des poisons ou de l'alcool, ça ne marche pas. C'est-à-dire, si vous buvez des petites doses d'alcool, comme je le fais, eh ben, ça veut dire que le jour où vous prenez une bonne cuite, vous serez moins malade. Mais pour autant, le foie, lui, il accumule les dégâts. Donc, la mithridatisation, l'immunisation, ça marche pour les bactéries. Et encore une fois, l'hygiène, c'est faire en sorte qu'on soit toujours en dessous du seuil du nombre des bactéries qui rendent malade. Merci. Si on en revient au Mickey, est-ce que vous pourriez nous dire où on en est vraiment de la recherche en termes de facteurs environnementaux qui sont impliqués dans les Mickey, à la fois dans leur apparition ou dans l'aggravation de la maladie? Juste pour resituer, en fait, pour nos internautes présents. Alors, Jean-David prolongera peut-être ma réponse. Il y a un truc qui est constant depuis 50 ans, c'est le tabac. Alors, on parlait du tabac comme une espèce d'étalon, de point de repère. Le tabagisme actif favorise l'apparition de la maladie de Crohn et aggrave son évolution. Les mécanismes ne sont pas encore tout à fait bien élucidés. Et c'est l'inverse dans la rectocolite hémorragique. Tant qu'on fume de façon active, on est relativement protégé du fait de développer une rectocolite hémorragique. La grande nouveauté, ce sont les études qui montrent que l'alimentation hyper transformée, et Jean-David, je pense que ça serait bien que tu expliques la différence entre une alimentation transformée simple et ultra transformée. Le fait de manger des produits tout faits avec des édulcorants, des émulsifiants, des agents de sapidité, etc., etc., avec des arguments maintenant expérimentaux extrêmement robustes, extrêmement élégants, suggère que cette alimentation, elle va favoriser l'apparition de Mickey. Alors, ce n'est pas quelque chose de considérable, mais c'est net et c'est reproductible, c'est-à-dire toutes les études concluent la même chose. Donc, avoir une alimentation ultra transformée, après on verra avec Jean-David que c'est beaucoup plus large que les Mickey comme effet délétère, mais en tout cas, c'est une des causes d'apparition des Mickey. Oui, merci Laurent. Alors effectivement, si on schématise, il y a 3 types d'aliments. Il y a les aliments frais, qui sont des aliments qui sont dans leur état naturel. Il y a les aliments qui sont, entre guillemets, juste transformés, qui sont des aliments qui ne sont pas nécessairement mauvais pour la santé, le pain, le yaourt, certaines viandes. Et il y a les aliments qui sont dits ultra transformés. Alors, il n'y a pas une liste, ce n'est pas comme la classification périodique des éléments avec une liste bien arrêtée, mais plus un aliment est éloigné de son état naturel, et plus il est industriel, et plus il va avoir tendance à entrer dans cette catégorie des aliments ultra transformés. Les chips, les biscuits, les repas préparés, les pizzas, plein de confiseries industrielles, tout ça sont en général des aliments qui sont ultra transformés. Les aliments ultra transformés se caractérisent à la fois par des opérations de transformation et à la fois par des rajouts, où les industriels vont rajouter des substances sur les aliments pour aider la conservation, donner du goût, donner une couleur. Et ce sont des aliments dont la particularité est d'être exclusivement industriels. C'est-à-dire que si vous, Corinne, vous voulez en acheter, vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas accès à ces produits-là. Et cette alimentation ultra transformée, en tout cas ces produits-là, on s'est aperçu avec la recherche en épidémiologie qu'il y a toujours nécessairement des années ou des décennies de retard parce qu'il faut du temps pour faire des bonnes études et se rendre compte avec le recul nécessaire et la solidité nécessaire que les produits exercent tel effet positif ou plus souvent négatif. On s'est rendu compte qu'ils étaient responsables ou co-responsables d'une multitude de maladies. Et donc évidemment, vous pouvez mettre dedans les maladies métaboliques classiques attendues, l'obésité, le diabète, mais vous pouvez mettre aussi des maladies moins attendues, comme par exemple certaines pathologies inflammatoires, comme le syndrome de l'intestin irritable, comme pas mal de cancers, et comme certaines pathologies mentales. Et donc, c'est un poison, mais c'est un poison lent dont l'effet est cumulatif
Et aujourd'hui, le problème de l'alimentation ultra transformée, c'est que c'est une alimentation qui est ubiquitaire dans certains pays. On pense que les Français, c'est à peu près 40-50% de leur alimentation. Aux États-Unis, ça monte facilement à 70%. Et moi, j'ai des amis qui sont partis récemment aux US et qui m'ont dit on a dû faire 10 km pour trouver une tomate. Donc, il y a des environnements alimentaires dans le monde où on n'a que ça à proposer. Et donc, les gens se reportent forcément sur ce qui est disponible. Et c'est pour ça que l'alimentation mondiale, et en particulier occidentale aujourd'hui, est si malsaine. Est-ce que ça veut dire, du coup, que l'alimentation ultra transformée, c'est une alimentation, on va dire, inflammatoire, et donc la notion d'aliment anti-inflammatoire ou d'alimentation anti-inflammatoire a-t-elle du sens aujourd'hui? Je suis extrêmement réservé sur l'existence des aliments anti-inflammatoires. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment anti-inflammatoire? Un aliment qui protège du cancer, ça voudrait dire que extraire un facteur comme ça isolé, le rajouter à sa vie quotidienne tous les jours pendant des années, ça pourrait éviter peut-être telle ou telle maladie. Donc ça, déjà, pour montrer ça, c'est très, très difficile, très coûteux à faire. Et de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est très souvent une déception, voire un résultat contre-indiqué. Je prends par exemple la curcumine, le curcuma. Il y a eu un phénomène de mode, tiens, je vais en manger chaque jour un peu plus. Puis dans la maladie de Crohn, on a dessiné un essai avec tirage au sort en disant j'ai un traitement conventionnel d'un côté, un traitement conventionnel plus de la curcumine de l'autre côté, et les résultats ont été négatifs et voire montré un effet au contraire délétère de la curcumine. Alors c'est pareil, quand on dit les brocolis, c'est un antioxydant, ça protège d'eux, etc. J'y crois pas. En revanche, l'alimentation pro-inflammatoire, bien sûr que oui. Et quand j'ai commencé mes études sur la maladie de Crohn il y a 40 ans, on disait simplement, quand l'intestin d'un patient qui a une maladie de Crohn, il est dérivé des microbes, on court-circuite l'intestin avec une poche, ce qui fait que ce qui reste d'intestin, il n'y a plus de microbes, plus d'aliments. Eh bien, il y a zéro inflammation. On peut rester 10 ans comme ça en diversion, il y aura zéro inflammation. Donc, ça veut dire que c'est les microbes et les aliments qui sont certains microbes, le microbiote, quand il est mal diversifié, etc., ou certains aliments, certains additifs qui vont être pro-inflammatoires. Et là, il y a une démonstration récente magistrale, ce qu'on appelle en recherche une preuve de concept, à travers deux petits groupes de personnes qui ont pris une alimentation contrôlée, c'est-à-dire les deux groupes mangent exactement la même chose. Un groupe n'a pas de choses additionnelles et l'autre, on lui demande de manger un émulsifiant du commerce tous les jours à une dose qui est contenue dans les aliments du commerce. Et au bout de 3 semaines, qu'est-ce qu'on voit? On voit les effets. Alors, ça ne se traduit pas en maladie et en symptômes tout de suite, ce n'est pas aussi simple, mais ça se traduit de façon extrêmement claire par le fait que le microbiote est abîmé, il est altéré, il est moins diversifié. Et puis, la petite paroi qui fait ce qu'on appelle la barrière muqueuse intestinale, qui est une chose extrêmement sophistiquée, avec, c'est une moquette avec un petit mucus qui est comme eh bien, la moquette, elle est toute abîmée, donc il y a des trous et c'est le début de l'inflammation. Donc, ce que je voulais finir en disant, c'est que la paix de l'intestin, que l'intestin vive en paix avec les milliards de bactéries et les tonnes de cochonneries ou pas, c'est-à-dire notre alimentation, c'est un phénomène hyper complexe, hyper actif. Entretenir la paix, c'est plus difficile que faire la guerre. Et donc, ce qui se passe dans les maladies inflammatoires, qu'elles soient aiguës, quand elles sont aiguës, c'est ce que je disais, le campylobactère, ça va durer 3 semaines simplement, ou moins, et c'est un phénomène passager, ou c'est le poison lent avec des maladies inflammatoires chroniques, on est dans le même concept. C'est-à-dire, il y a une rupture de barrière, il y a une rupture d'équilibre. Et donc, ce que doivent faire les médecins, c'est par l'épidémiologie, par ce qu'on appelle la mécanistique, c'est identifier tout ce qui peut détruire cet équilibre. Merci. Il y a un outil qu'on utilise qui s'appelle le Nutri-Score, donc tout le monde le connaît. Est-ce que il y a aussi d'autres applications? Est-ce que ce sont des outils qui sont utiles, suffisants ou qui peuvent être améliorés ou complétés pour les malades de Mickey? Je pense que c'est un outil très grand public, perfectible. D'ailleurs, il y a un algorithme qui est changé cette année pour améliorer encore les évaluations des produits, mais clairement, ça a changé. Pour être maman de jeunes enfants, eux, ça leur donne un moyen simple de savoir si un produit est bon ou pas. Et quand c'est mal classé, ils comprennent qu'on peut en manger une fois de temps en temps, mais pas
mais pas trop, donc ça c'est important. Après, perfectible aussi dans ceux qui adhèrent, parce que 6 ans après la mise en place, je lisais un papier qui disait que pour les biscuits et gâteaux, ceux qui raflaient plus de 80% du marché avaient refusé la mise en place du Nutri-Score, mais clairement, ça a permis, je pense, une certaine prise de conscience avec aussi des applications qui se sont mises en place sur le fait qu'on pouvait décider entre 2 classes d'aliments, de choisir un produit plutôt que l'autre, et puis de faire plus attention, en fait, voilà, comme je vous le disais, de ne pas forcément s'interdire une catégorie de produits, mais parfois se dire, bon, bah, je vois que c'est pas très bon, je vais peut-être moins en manger. Mais le Nutri-Score, c'est l'équilibre alimentaire, donc c'est plutôt le sujet de Jean-David de l'obésité, mais ce n'est pas le degré de transformation. Et il faut bien connaître qu'actuellement, c'est un petit peu une zone grise, parce qu'il y a quelques applications qui existent. Donc en fait, vous avez de 1 à 5 ou de A à E, comme les logements, les côtés énergivores des logements. Vous avez les aliments très peu transformés aux plus transformés. Mais pour l'instant, ça n'est pas standardisé, et ça, c'est un besoin urgent que le consommateur puisse se disposer de ce type d'outils, d'applications. Alors ça, c'est justement le prochain travail de l'équipe Nutrinet qui s'occupe du Nutri-Score, c'est d'incorporer les données de la transformation, parce que jusqu'à présent, ça se limitait à peu près aux calories. Je pense qu'il faut défendre le Nutri-Score. Les gens qui attaquent le Nutri-Score, c'est des gens qui ont des intérêts ou qui sont de mauvaise foi, ou alors qui ne connaissent vraiment pas du tout ce dont ils parlent, mais c'est mieux avec que sans. Donc, c'est améliorable. Il n'empêche qu'il y a 2 effets immédiatement positifs du Nutri-Score. Le premier, c'est que les gens changent leur comportement d'achat. Ça a été montré dans toutes les études où ça a été observé. Et le deuxième, c'est que sans le dire, les industriels ont changé des milliers de recettes pour passer du rouge et tendre vers le vert. Et c'est ça qu'on veut au final. Le but, c'est pas juste de dire il y a des méchants, ils vendent des produits toxiques, etc. C'est que les industriels, pour nous proposer quelque chose de moins mauvais, changent leurs recettes. Et on sait qu'ils le font, ils ne le disent pas, parce que ça reviendrait à reconnaître rétrospectivement qu'avant c'était catastrophique, et c'était le cas, mais ils le font. Donc voilà, donc je pense que c'est un coup long, ça va prendre des années, mais c'est au moins une arme qu'on a pour que les gens changent un peu leur comportement. Il faut surtout la défendre, à mon avis, c'est très précieux. Margot, vous voulez dire c'est bien d'avoir couvert le lancement justement du Nutri-Score il y a 6 ans au ministère, avec quelques industriels qui se lançaient. Un industriel avait expliqué justement que c'était assez courageux de sa part de se lancer, puisqu'il avait beaucoup de produits classés D ou E, et que c'était un cercle vertueux, puisqu'il visait des classements en B d'ici 2 ans, et ils ont en effet modifié les recettes. Donc ceux qui s'y aventurent, parfois c'est un peu douloureux les premières années, mais ça incite quand même à s'améliorer. Merci. Une question encore sur les vraies fausses bonnes idées. Est-ce que finalement, manger les propres légumes qu'on a cultivés soi-même ou avoir ses poules, c'est une garantie d'une alimentation saine? Les poules sur le balcon, ça c'est sûr que c'est le circuit court. Et que c'est pas, vous faites une omelette ou une mousse au chocolat avec en relais direct, c'est pas transformé. En revanche, ce qu'on perd, c'est tous les contrôles des élevages. Alors évidemment, les pauvres poules qui sont prisonnières, elles sont toutes maigres et leurs œufs sont moins appétissants que les poules qui sont en liberté dans les jardins. Alors sur le balcon, je ne sais pas si elles sont très heureuses, mais en tout cas, si vous avez 3 poules sur votre balcon et qu'elles ont la salmonelle, j'ai parlé du campylobactère, la salmonelle, c'est quand même un gros pourvoyeur de décès, en particulier chez les petits-enfants, les personnes âgées également. Donc la salmonelle, elle est sur les œufs, et après, on développe dans notre bouquin, partant d'un œuf dont on ne sait pas s'il y a de la salmonelle qui est essentiellement sur la coquille et non pas à l'intérieur, heureusement, comment il faut faire pour pas que ces salmonelles des poules du balcon aillent dans la mousse au chocolat ou dans la mayonnaise, et puis quand est-ce qu'il faut la consommer, par exemple. Alors c'est pareil, on voit maintenant le compost. Vous voyez, à partir du moment où des ruminants ont eu des déjections qui contiennent des bactéries mortelles, quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce compost pour fertiliser les champs? Là, il y a tout un savoir-faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand le compost, le fumier se fait, c'est qu'il y a une température qui est atteinte au sein du fumier qui va détruire les bactéries. On va dépasser 60 degrés pour tuer les bactéries. Donc finalement, dans ces chaînes, on redécouvre les choses.
la France rurale du début du siècle, les grands-mères, elles savaient parfaitement jusqu'où on pouvait aller dans la conservation, à partir de quand on risquait de tomber malade, ne pas croiser les bactéries entre les aliments. Donc, en fait, on ne peut pas s'improviser gestionnaire d'un poulailler. Enfin, bien sûr qu'on peut le faire, je vous ai dit pourquoi, mais il faut être prudent par rapport au « c'était mieux avant » et pourquoi les grands méchants industriels, avec leur contrôle systématique, c'est forcément moins bien. Pas toujours, parce que quand un œuf, il est toujours passé sous un truc qui s'appelle le mirage, on a vérifié que sa coquille était intacte, donc les salmonelles n'ont pas pu rentrer dans l'œuf. Il y a des contrôles de salmonelles dans tous les élevages de volailles, que ce soit en France ou à l'étranger, mais surtout plus en France ou en Union européenne qu'au Brésil. Et voilà, si vous avez je voyais hier un reportage d'un chef étoilé qui va prendre les œufs au cul de la poule chez un agriculteur du coin, eh bien là, on zappe un certain nombre de contrôles industriels qui ont leurs limites, certes, comme on l'a dit avec les scandales, mais qui ont aussi leurs avantages et qu'on fait sauter avec ces circuits ultra courts. On peut revenir à la démonstration dans votre livre du poisson cru qui suffirait de congeler finalement pour rendre plus sain et consommable sans problème. Margot de Frouville, l'alimentation, elle a clairement une place prépondérante à la télé et dans les médias. Comment on pourrait encore mieux communiquer pour sensibiliser le grand public à une meilleure alimentation pour soi et pour la planète? Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour arriver à mieux le démontrer? Ça passe par des sujets concernants, avec des témoignages et avec des messages simples aussi, facilement enregistrables, des messages de santé publique. Je me rappelle récemment, on avait mis l'accent aussi sur le bienfait des légumineuses, à une époque où on réduit parfois sa consommation de viande, des alternatives, faire des sujets concernants, avec des personnes aussi. Je vois beaucoup de réactions sur le chat. Il y a des débats sur le type de pain à consommer, etc. C'est toujours intéressant de recueillir des témoignages de patients et de faire intervenir des experts comme Laurent ou Jean-David pour savoir ce que ça peut changer concrètement. Donc, je dirais des sujets concernants avec des témoignages et des messages simples. Il y a deux aspects quand même qu'il faut citer, c'est l'aspect économique et l'aspect sociétal et social. Là, je discutais avec une élue locale, une commune de 200 000 habitants avec des quartiers un peu sensibles, etc. Cette mère, elle me disait, c'est beaucoup plus difficile de faire passer des messages chez les parents d'élèves à l'école pour le bien manger, les circuits courts. Cette pédagogie, elle se heurte à des croyances et ce n'est pas du tout facile de les lever, en plus de la problématique financière, du bio qui coûte plus cher que le non-bio, etc. Mais je pense qu'il y a des initiatives absolument de partout, dans tous les canaux d'information qui vont dans le sens de « c'est pas forcément plus cher ». Et puis, c'est un bon investissement pour être bien dans sa peau et toujours en vie à 90 ans, quoi. Alors, sur le pain, juste un mot. Les blés modernes, vous savez que les boulangeries reviennent à des formes ancestrales de blé. Et ben, on a montré que c'est la perversion du rendement humain, c'est-à-dire que les blés qui ont le plus fort rendement, elles se protègent des parasites qui leur bouffent les pieds. Et pour se protéger, elles se protègent avec des protéines, avec des grosses molécules qui neutralisent les enzymes gloutons des parasites. Et ces protéines, on a des chercheurs, il y a de la recherche en tout, mais des chercheurs extrêmement brillants qui montrent que quand vous mettez ça dans un intestin humain ou une reproduction d'intestin humain, c'est pro-inflammatoire. Donc, encore une fois, l'alimentation anti-inflammatoire, non, mais l'alimentation pro-inflammatoire, elle est probablement dans des ramifications. Je peux dire probablement qu'on n'en connaît que 10% et que plus les années vont passer, plus on y verra clair. Et on pourra avoir une vraie alimentation saine. Je vois le temps qui avance et j'aimerais vous poser une dernière question. Si vous aviez un message en quelques mots à délivrer aux personnes qui sont déjà atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, quel serait-il pour ne pas aggraver leur maladie et quel serait-il pour leurs enfants? Je peux commencer, peut-être Jean-David pourra compléter. Je pense que manger non ultra transformé, c'est très simple à dire, pas forcément très simple à faire, mais c'est à l'évidence quelque chose qu'on peut recommander de façon universelle, que ce soit pour les parents atteints de Mickey ou pour leurs enfants.
Et après, le bouquin de Margot et moi, c'est plutôt comment éviter de tomber bêtement malade. Vous savez, vous avez les morbettes, les gens qui font un selfie en se reculant avant de tomber dans le précipice, ou Isadora Duncan qui s'étrangle avec son écharpe. Donc, on a des produits sains, on a des produits qui sont quand même bien contrôlés. Il y a des trous dans la raquette, mais ces trous, on peut les rattraper à travers une réfrigération correcte. Et puis, vraiment, les règles qu'on développe dans notre bouquin, c'est on a toujours la suspicion des industriels. Et quand on va au restaurant, on fait confiance au restaurateur, on ne sait pas ce qui se passe dans l'arrière-cuisine. Et fort heureusement, souvent, les gens sont formés et font de la bonne cuisine avec de l'hygiène. Mais dans la cuisine familiale, il faut réapprendre l'hygiène de la cuisine familiale. Je crois que c'est vraiment ça l'objectif de notre bouquin. Jean-David, vous souhaitez compléter ? Oui, sur l'éviction au maximum des produits industriels ultra transformés, évidemment, je suis d'accord. Une alimentation diversifiée et fraîche si possible. Alors là où je rajouterais un truc, mais que Laurent connaît aussi bien que moi, c'est que parfois, les aliments frais, surtout quand on parle de fruits et légumes, entrent en conflit avec l'observation des malades dans la mesure où, qu'ils aient un syndrome d'intestin irritable ou une maladie inflammatoire, ils vont remarquer eux-mêmes qu'ils ne tolèrent pas bien tel ou tel aliment donné qui pourtant, en théorie, mais aussi en pratique, est bon pour la santé. Et c'est là où il y a des compromis à faire qui ne peuvent être résolus que par les patients eux-mêmes, parce que nous, on n'est pas avec eux tout le temps. Et donc, on ne mange pas avec eux, on ne sait pas ce qu'ils supportent bien ou ce qu'ils ne supportent pas bien. Et effectivement, il peut y avoir des exceptions aux règles générales qui sont tel aliment est bon pour la santé, mais avec une contradiction apparente qui est tel aliment a beau être bon pour la santé, moi, je ne supporte pas. Et ça, c'est vrai. Et il y a plus des conseils de bon sens que des conseils ultra scientifiques à donner par rapport à ça. Merci à vous trois pour cet échange absolument passionnant. Je vais appeler Anne Buisson à nous rejoindre pour pouvoir passer la parole aux questions de nos participants. Voilà, Anne. J'ai vu que ça s'affichait beaucoup en termes de questions, donc ça veut dire que le débat était passionnant. Oui, évidemment. Alors, dans le chat, il y a pas mal de discussions. Bon, il y a des petites polémiques, notamment sur l'alimentation, parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose qui est un sujet qui est un petit peu touchy dans nos maladies. Bon, alors moi, je vais quand même commencer par les questions avant de voir le chat, parce que c'est quand même intéressant ce qui se passe dans le chat. Il y a quand même plusieurs questions autour finalement de ces émulsifiants est-ce qu'on peut vraiment les identifier, ces additifs ou ces émulsifiants, et essayer d'en faire une liste, et on pourrait recommander aux patients finalement d'éviter ce type d'émulsifiants ou d'additifs? Moi, je dirais non, mais Laurent peut-être me contredira. L'épidémiologie nutritionnelle, c'est-à-dire l'étude des effets sur la santé d'une population de l'alimentation, c'est quelque chose qui est atrocement complexe. Parce que chaque jour, on mange des milliers d'items ou d'ingrédients différents et c'est indémêlable. Donc, les épidémiologistes essayent de faire les études les moins faibles possibles, mais ces études souffrent quand même de limites. On a déjà suffisamment montré à quel point les aliments ultra-transformés provoquaient tout un répertoire de maladies. On ne peut pas, et je pense qu'on ne pourra jamais rentrer dans un plus grand détail, de savoir si est-ce que c'est de la faute de tel sous-produit ou tel émulsifiant, édulcorant, etc., etc. On a la connaissance pour l'agrégat, qui est en gros tout ce qui est ultra-transformé et mauvais. Ça suffit théoriquement pour déclencher une action individuelle ou de préférence collective, parce que c'est les leaders politiques, à mon avis, qui ont les clés là-dessus, parce que les individus ont une marge limitée pour les raisons qui ont déjà été évoquées. Mais rentrer dans un grand détail, je pense qu'on ne peut pas le faire. Et en plus, ça s'est déjà heurté historiquement au contre-exemple dont parlait Laurent, quand il citait le curcuma, qui soi-disant était bon pour la santé, mais quand on en prenait trop de façon individuelle, finalement, on s'apercevait que ça avait des effets négatifs. Ça a déjà été montré pour d'autres éléments, la vitamine E ou le carotène. Dans ma mémoire, il y a des grands papiers qui ont montré de façon spécifique que quand on donnait que ça, ça augmentait le risque de maladie dont on pensait au contraire que ça les réduisait. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut rester, je pense, à un niveau agrégé et dire, voilà. Je vais te contredire, David. Non, avec des choses hyper simples. Quand tu achètes, moi, les périodes où j'étais célibataire, j'achetais des plats pour célibataires, tout fait. Ça, on sait que c'est hyper transformé. Et pour savoir si un aliment est hyper transformé ou pas, alors que quand tu achètes la même chose en plat surgelé, c'est beaucoup moins transformé parce que la surgélation permet la conservation que dans les produits et les rayons frais, les conservateurs font. Et puis, il y a ces fameux E machin. Alors, évidemment, je suis le premier à dire, je n'y connais rien.
Je ne fais pas la différence entre E147 et E148. Néanmoins, tout simplement, l'étiquetage des additifs est obligatoire. Donc même, il faut chausser ses lunettes à partir d'un certain âge, retourner le produit, et là, on a la liste des composants. Donc si tu as 27 trucs qui commencent par E, ou des acides, machin, etc., ce sont les vecteurs de la transformation, même si effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, on n'est pas des hyper spécialistes et on ne sait même pas scientifiquement qu'est-ce qui est vraiment le bad guy et le good guy dans les trucs. Mais ça, des notions très simples comme ça. Voilà, un plat tout fait, il est transformé, le jambon qui est tout rose, etc., il est transformé par rapport au jambon qui est d'allure dégoûtante, mais qui lui n'est pas transformé. Donc, on a des repères visuels et puis des repères comme ça, un peu macro, qui permettent d'éviter l'hypertransformation. Par contre, je pense que ce n'était pas du tout contradictoire avec Jean-David et tout, au contraire. C'était le plaisir de le contredire, c'est tout. Alors, du coup, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans les facteurs environnementaux, qui sont liés aussi à l'alimentation, c'est les pesticides. Il y a plusieurs questions autour des pesticides. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on a des pistes sur la question des pesticides dans l'alimentation? Et ça me fait penser à une autre question, comme ça, gardez-la pour vous, ou peut-être répondez-y peut-être juste après, c'est est-ce que la nutrition doit être perçue comme un élément déclencheur? Ça y est, il s'en va, mais tu vois, il est vexé. Non, mais je vais répondre à ça. Est-ce que la nutrition doit être... Non, je charge la prise, excusez-moi. Ouais, non. Doit-elle être perçue comme un élément déclencheur de Mickey ou comme un facteur d'environnement parmi d'autres? Parce que c'est vrai que c'est intéressant, en fait, quand on parle des facteurs environnementaux, des fois, on a plein d'idées en tête, les pesticides, la pollution. Est-ce que l'alimentation, c'est un facteur environnemental ou c'est plutôt quelque chose qui est plus un élément déclencheur ou aggravant? Direct. Alors, je vais répondre à la première et puis je laisserai Laurent peut-être pour la deuxième. Les pesticides, oui, c'est très mauvais. On peut faire un peu la même remarque que sur les additifs des aliments ultra transformés, c'est-à-dire il y a des centaines de pesticides ou des centaines de produits chimiques au sens large, les pesticides appartiennent aux produits chimiques, qui sont dans notre environnement, alimentaire ou non alimentaire, et on sait que tout ça est très mauvais. Alors, ce n'est pas spécifiquement mauvais pour les maladies inflammatoires, c'est mauvais pour les cancers, c'est mauvais pour certaines maladies de la femme, comme l'endométriose par exemple, parce que ça a des effets endocriniens. Donc oui, les pesticides sont mauvais, on le sait suffisamment. C'est un domaine qui est dramatiquement sous-régulé. Je regardais dans le chat là qu'il y avait des gens qui critiquaient les médicaments, ce que je peux complètement comprendre. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue quand même que le marché pharmaceutique est infiniment mieux régulé que le marché de la chimie ou que le marché alimentaire. Et si les produits chimiques étaient régulés comme les médicaments, on ne serait pas en train de se parler de ce soir, ou alors on serait en train de parler de complètement autre chose. Mais c'est parce que la chimie et l'alimentation sont sous-régulées et absolument pas taxées qu'on a autant de problèmes de santé aujourd'hui d'origine environnementale ou d'origine alimentaire. Alors, sur les pesticides, je pourrais ajouter qu'il y a, par exemple, on a repéré ce qu'on appelle la vallée des lymphomes dans une zone viticole. Et ça veut dire qu'il y a des communes où les viticulteurs utilisaient beaucoup de pesticides, d'insecticides. Et comme par hasard, 20 ans après, il y a une épidémie de lymphome. Et puis, vous connaissez le problème des Antilles. Après, sur la deuxième question du chat, c'est-à-dire pourquoi il n'y avait pas de Mickey ou très peu, même si Louis XIII avait une maladie de Crohn, etc. Pourquoi ça a explosé au XXe siècle? C'est le mode de vie occidental. Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi dans le mode de vie occidental? Moi, j'ai connu une période où on accusait le dentifrice, le lait d'ânesse, etc. Enfin, tout y passait dans le scope. Maintenant, on sait que l'hypertransformation, c'est un facteur pour développer la Mickey. Et une fois que la Mickey est installée, encore une fois, il y a un type d'alimentation, il y a des aliments pro-inflammatoires. C'est-à-dire que manger crétois, manger pas beaucoup de viande bovine, etc., c'est moins pro-inflammatoire quand on a une maladie de Crohn constituée qu'une alimentation qui a le profil inverse. Maintenant, le rôle de la pollution atmosphérique, le rôle de la sédentarité par rapport à l'apparition des Mickey, c'est, comme l'a souligné très justement Jean-David, l'épidémiologie, c'est extrêmement complexe parce qu'on va passer de choses qui sont liées apparemment entre elles, elles sont reliées, mais pour démontrer la causalité, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a quand même un aspect, et je trouve qu'elle est pas mal cette question, ça a été la question d'ailleurs la plus votée dans les questions, c'est comment on explique que le nombre de très jeunes enfants malades de Mickey soit en augmentation, alors que finalement ils sont assez peu exposés, ou en tout cas pas suffisamment exposés encore, ou très longtemps en tout cas, à la nourriture ultra transformée.
Ah non, moi je dirais qu'ils sont justement exposés dans des proportions que nous n'avons pas connues. Et c'est la même pour le diabète de type 2. Vous avez des diabètes de type 2 aujourd'hui chez des enfants, un truc qui n'existait pas. C'est-à-dire que les pédiatres ont toujours vu des diabètes de type 1 et les endocrinologues adultes voyaient des diabètes de type 2. Maintenant, les pédiatres se mettent à avoir des diabètes de type 2. Ça n'est pas lié à une mutation génétique de l'espèce humaine. C'est encore une fois un effet environnemental, en l'occurrence un environnement alimentaire principalement. Et donc, je présume, j'en suis pas sûr, hein, mais je présume que l'augmentation des Mickey pédiatriques, c'est directement un effet de l'environnement, en particulier de l'environnement alimentaire. Il faudrait demander à Margot, qui est une maman avec des enfants en bas âge, mais je pense qu'il y a quand même, c'est multifactoriel. Hein, donc il y a ce qu'on appelle l'anticipation génétique, qui est une théorie assez complexe des généticiens. Et puis, il y a, quand on dit l'environnement, la malbouffe, elle concerne de plus en plus les enfants de plus en plus jeunes. De l'obésité aussi, et la pollution atmosphérique aussi. Donc, je pense que toutes les causes, en fait, ont un retentissement peut-être plus dramatique et plus évident chez l'enfant, mais les adultes aussi sont concernés, malheureusement. Avec un rôle de l'école aussi, c'est vrai que parfois, quand on regarde les menus de la cantine, c'est un peu intriguant. Des pilons, poulets, fausses colas. Des choses absolument... en plus, ça n'a pas l'air franchement bon, mais au niveau de transformation ou éveil au goût, ça laisse parfois à désirer. Après, c'est un cas isolé, je l'espère, mais c'est clair qu'il y a un travail à faire dès le plus jeune âge. Hein. Ça passe vraiment, même au niveau du goûter, quand on voit à la sortie d'école, il y a plusieurs écoles, soit un morceau de pain avec un petit carré de chocolat, ou alors les biscuits ultra transformés. Il y a beaucoup à faire, mais c'est vrai que ça devrait passer aussi par l'école. Est-ce que, en fait, les produits laitiers pourraient être en cause aussi sur les problématiques du microbiote, notamment? Il y a beaucoup de gens maintenant qui font des régimes sans gluten, sans lactose. On voit dans le chat qu'il y a des gens qui font du sans gluten, du sans lactose, qui sentent mieux, en fait, en évitant aussi les produits transformés. Donc, ça fait beaucoup d'évictions. Est-ce qu'avec ça, on peut aller mieux avec sa maladie? On est allé un peu sur les subtilités des pains modernes par rapport aux pains anciens, etc. Mais globalement, comme l'a dit Jean-David, le pain, le yaourt, ce ne sont pas des aliments hyper transformés. Et dans la population des patients vivant avec une Mickey, c'est un problème de tolérance. Donc, quand le gluten met de l'huile sur le feu sur les symptômes digestifs et le grand verre de lait, c'est pareil, ça veut dire qu'il faut réduire cet apport, mais il faut bien dissocier intellectuellement, ce n'est pas évident à faire, que ce n'est pas pour autant que ces aliments, et c'est bien ça le grand écart qui est complexe à expliquer, ce n'est pas parce qu'un aliment majore les symptômes qu'il aggrave la maladie, loin de là. Et c'est l'inverse, si vous voulez, les prébiotiques et les probiotiques, on considère que quand le microbiote est déséquilibré, ce qu'on appelle la dysbiose, manger des prébiotiques, par exemple de l'artichaut ou du lait qui sont des probiotiques, parce qu'il y a des bactéries lactiques, hein, c'est dans la loi française quand on achète un produit qui s'appelle un yaourt, c'est plutôt bon pour le microbiote. Mais je cite une étude extrêmement bien faite par une équipe incontestable. Quand on dit les probiotiques, ça va améliorer la surface du côlon d'une façon générale. Quand on a une maladie de Crohn en pleine poussée, on a l'effet inverse. Donc là aussi, les théories un peu généralisées de dire je prends des probiotiques, c'est sûr que ça va finir par un des probiotiques va améliorer ma maladie, il faut le démontrer. Et on l'a dit à maintes reprises, quand on va trop mettre l'accent sur un élément de l'alimentation, on risque d'avoir l'effet inverse, c'est-à-dire d'être dans l'excès. Et l'excès, ça veut dire que, et ça, si vous voulez, hein, c'est la courbe en U des assurances ou des médicaments. Vous avez plein de médicaments, quand on regarde ça de très près, qui ont un effet bénéfique à une dose donnée et un effet délétère à une dose qui est un tout petit peu avant ou un petit peu après. Donc, c'est complexe ce que je dis, mais il faut essayer de raisonner sur l'équilibre général de l'alimentation, pas faire des fixettes sur tel ou tel produit, et en particulier sur les prébiotiques. Bon, le chou et le brocoli, très bien, mais de temps en temps, mais pas tout le temps. Oui. Alors, juste... Oui, vas-y, Corinne. Je voulais juste, parce que c'est une question qui est beaucoup posée, revenir sur les pesticides.
Tout le monde ne peut pas acheter des produits qui n'ont pas eu de pesticides. Est-ce qu'il suffit de laver ou d'éplucher les fruits et les légumes pour s'en débarrasser, ou est-ce qu'ils pénètrent davantage dans l'aliment? Ça dépend. Je ne connais pas le détail, mais pour en avoir discuté avec une amie qui était toxicologue à l'ANSES, ça dépend. Il y a des fruits et légumes sur lesquels on peut raisonnablement réduire la charge en pesticides quand on les lave avec de l'eau sans pesticides. Malheureusement, 20% de l'eau du robinet en France parfois contient des doses qui sont des quantités qui sont supérieures aux normes. On peut discuter des normes et Laurent connaît ça très bien. Mais il y a des mécanismes de croissance de certains fruits et légumes par lesquels ça rentre vraiment à l'intérieur. Et là, je pense que c'est indémerdable. Merci. Alors, on a… Oui, pardon. Éplucher, c'est quand même mieux que de ne pas éplucher. Dans ces cas-là, quand on pense qu'il y a eu beaucoup de traitements insecticides en amont. Et la deuxième chose, c'est que l'eau du robinet, les critères sont tellement rigoureux en France. L'eau du robinet, elle est archi safe, archi saine. En 20 ans de démembrement des épidémies, ce qu'on appelle les toxi-infections alimentaires collectives, c'est-à-dire plusieurs personnes malades avec une même cause identifiée, il y a 0 épidémie par l'eau du robinet. Donc l'eau du robinet, le vrai problème actuel, c'est qu'on en consomme 190 litres par jour avec des ressources en eau qui s'épuisent et on pourrait boire l'eau de la chasse d'eau. Et il faudra bien en arriver un jour à différencier les circuits. Ça sort un peu de notre débat de ce soir. Margot, je crois que vous vouliez aussi dire quelque chose. C'était pour dire que je me rappelle, je crois que c'était une étude de l'UFC Que Choisir qui avait été menée sur les concentrations en pesticides et qu'il y avait en effet certains types de fruits et légumes qui étaient plus à même d'en contenir. Je crois que le raisin était particulièrement contaminé, la cerise, les fraises. Et à l'inverse, il y avait d'autres aliments qu'on pouvait plus facilement acheter en conventionnel parce qu'ils étaient moins contaminés. Je crois que le brocoli, justement, en faisait partie. Mais il y a des choses comme ça qu'on peut retrouver sur Internet. C'est toujours intéressant et ça permet de mieux aiguiller les choix. Alors, il y a un commentaire en fait intéressant puisque est-ce qu'on peut finalement un commentaire de Sophie, je crois, qui en fait disait est-ce qu'on ne peut pas essayer de soumettre un peu les industriels à distribuer moins d'alimentation non transformée? Peut-être que c'est un peu, on va dire qu'il y a un énorme lobbying quand même de ces industriels de l'agroalimentaire. Moi, je crois beaucoup quand même aussi au fait qu'effectivement on puisse prendre un peu ses responsabilités, en tout cas au niveau individuel. On a parlé du Nutri-Score. Il y avait une question d'ailleurs pour savoir d'où venait le Nutri-Score. Est-ce qu'on a d'autres scores qui, par exemple, pourraient être plus portés sur l'alimentation, l'aliment ultra transformé ou le degré de transformation de… Je crois qu'il y en a un autre. Hein. Il y en a un qui s'appelle Nova Score, je crois que c'est ça? Oui, Nova, c'est un score qui a été fait par un Brésilien. C'est l'autre grand score. Et effectivement, il y a des gens dans la communauté scientifique qui considèrent que Nova est mieux parce qu'il est plus complet. Mais encore une fois, le Nutri-Score est en train de se perfectionner, donc je pense qu'il faut le soutenir. C'est une invention française. C'est Serge Erkberg, qui était un chercheur en santé publique, qui a commencé à le développer. Aujourd'hui, c'est une fille qui s'appelle Mathilde Touvier qui a pris la suite de son travail, mais ils sont encore très liés. Est-ce qu'il faut forcer les industriels? Bien sûr qu'il faudrait le faire de façon beaucoup plus énergique. Mais c'est vrai que c'est un combat qui est très difficile. Je vous donne un exemple qu'a relaté Stéphane Foucard, qui est journaliste environnement au Monde il y a 1 mois et demi à peu près. Il y a un député qui s'appelle Richard Ramos, qui est un député MoDem, qui a essayé de faire passer une petite loi pour limiter sérieusement la quantité de nitrites dans la charcuterie. Les nitrites dans la charcuterie augmentent probablement, c'est quasiment démontré, le risque de cancer colorectal. On pense que c'est peut-être 10% des cancers colorectaux par an en France, c'est-à-dire 4000 cas à peu près. Et les industriels en mettent de la charcuterie pour faciliter la conservation et aussi la couleur et le caractère attractif d'une charcuterie donnée. Et on sait qu'on n'est pas obligé de le faire. On sait faire de la charcuterie sans nitrite. Il a essayé de faire passer une loi pour ça. Ça a été tout de suite, personne n'a voté pour, ou très peu de gens ont voté pour. En tout cas, la majorité présidentielle n'a pas voté pour. Et surtout, ce qu'a raconté Stéphane Foucard dans son papier qu'il a fait après, c'est à quel point il a été rejeté avec énormément de mépris. C'est-à-dire que ça dure 10 secondes, vous pouvez regarder la vidéo, il fait sa proposition, on vote contre, ciao mon gars, on passe à autre chose. Il n'y a même pas eu un débat, il n'y a pas eu des gens qui ont essayé de dire « bah ouais, on pourrait peut-être le faire », etc. Donc,
et c'est un truc plutôt pas lourd, quoi. C'est les nitrites, donc on sait les faire sans. C'est avec un impact direct sur un cancer colorectal qui est un cancer connu. C'est pas un truc vague. Ben, même ça, c'est pas passé. Et c'est pas passé avec, encore une fois, je pense, beaucoup de mépris. Donc, si on veut changer l'ensemble du système alimentaire, ce qu'il faudrait faire, hein, à la fois pour l'épidémiologie et pour l'environnement et le climat, ça va être une transformation de beaucoup plus grande ampleur. Moi, je pense que ça peut finir par se faire, mais il va falloir des scandales. Il est très colère, Jean-David. Je serais un peu plus nuancé sur le poids des nitrites sur le cancer colorectal. Bon, c'est vrai que c'est probablement un petit facteur, mais pas parmi les plus importants. Il faudrait mieux que les Français se dépistent entre 50 et 75 ans. Ils sont un tiers à le faire actuellement. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis moins pessimiste que toi. Je pense que les députés ou les sénateurs sont complètement verrouillés par du lobbying interne, que ce soit le lobby viticulteur, etc., comme quand on veut faire fermer une maternité, c'est le maire qui est l'employeur, etc. Je crois beaucoup, en revanche, aux réseaux sociaux, à un phénomène des consommateurs eux-mêmes. Le jour, c'est tout simplement, tout bêtement, la loi de l'offre et la demande. Le jour où les gens préférant avoir du jambon gris que du jambon rose bonbon, eh ben, les gens en mettront moins des nitrites, les industriels. Donc les industriels ne sont pas des anges, ce ne sont pas non plus des gens qui veulent tuer les gens, ils veulent faire du profit, c'est normal, mais je crois qu'il y a les associations de veille, Foodwatch, etc., il y a les journalistes, il y a les réseaux, il y a l'AFA pour faire la sensibilisation par les consommateurs. Et autant on dit en Russie, bah voilà, c'est vertical, Poutine fait ce qu'il veut, le peuple russe ne peut rien. Là, je pense que le peuple des consommateurs a une force incroyable. Ben, je trouve que entre vous deux, c'est pas mal en fait comme conclusion. Il y a encore beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, mais je vois qu'en fait il est 19h42. Donc merci beaucoup. Je passe la parole à Corinne pour la conclusion. Finalement, ce que vous venez de dire à la fin, ça rejoint le fait que nous, on est persuadés à la FA que chacun est acteur de sa santé et on croit beaucoup dans l'action de tous nos adhérents et de tous les malades pour agir et faire leurs choix, et d'où l'importance d'avoir des débats comme ce soir pour prendre des décisions éclairées. Donc, merci à vous tous. Si je peux me permettre, Corinne, juste pour conclure et essayer d'avoir un point de convergence, moi je suis d'accord avec ça, mais je pense que plutôt que pour la énième fois, remettre la charge sur les gens de faire les bons choix dans un environnement qui est compliqué, je pense que peut-être que là où vous auriez un impact à l'échelle plus élevée, c'est justement si les associations de patients faisaient un lobbying à l'Assemblée nationale, au Sénat et directement auprès du gouvernement pour que le contenu des supermarchés soit moins pourri. Et là, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire pour dire juste ras-le-bol de produire des maladies avec une alimentation qui, en plus, n'est pas bonne pour le reste non plus. En tous les cas, ce qui est clair, pardon. La solution, c'est de nommer Jean-David Premier ministre. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que cette journée mondiale des Mickey a été le premier pas vers notre lobbying environnement pour faire reconnaître les Mickey comme maladie environnementale. Et clairement, c'est un sujet qu'on va porter haut et fort. Et ce n'est pas Anne Buisson qui dira l'inverse, parce qu'on a vraiment envie de porter ce lobbying environnement pour améliorer à la fois la santé des personnes et la santé de la planète. Donc, parce que n'oubliez pas, excusez-moi Corinne, je reprends la parole pour la deuxième fois, c'est pas poli, que les industriels, et notamment par exemple les industriels des sodas, ont passé les 40 dernières années à dire que les maladies chroniques étaient des maladies comportementales et non pas environnementales, pour dire que c'était les individus qui étaient en cause et non pas ce qu'on leur proposait. Or, ce n'est pas vrai parce que dans tous les domaines de la vie, l'offre sculpte la demande. Et l'offre, c'est les industriels qui la déterminent. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont une responsabilité importante. Et encore une fois, moi, je vous encourage vraiment à faire ce que vous faites directement auprès des gens qui ont le pouvoir de réguler cette industrie. Et merci de votre soutien. On va y aller avec nos petits bras musclés, effectivement, pour porter ce lobbying. Donc là, aujourd'hui, c'était l'avant-dernier direct de l'AFA. Le dernier aura lieu le jeudi 6 juillet sur la médecine intégrative dans les Mickey. Et ça sera l'occasion de vous retrouver avant les congés estivaux. Donc, encore merci à vous tous de vous être inscrits et d'avoir participé par vos questions à enrichir ce débat. Et merci à nos invités pour leur témoignage et leur éclairage sur ce sujet si important. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonne soirée.